Salut les terriens, aujourd'hui nous ferons comme d'habitude notre traditionnel tour d'inspection des travaux en cours au sein de la Starbase avec en mise en bouche quelques news légères, mais également et surtout une annonce du PDG de SpaceX, Elon Musk, qui profite d'une conférence devant le Rocket Garden pour à la fois faire le bilan de l'année 2023, mais aussi annoncer clairement les objectifs de cette année 2024 devant un parterre d'employés gonflé à bloc. Et oui, rien de tel qu'une petite séance de motivation en équipe afin de bien débuter l'année. Bon, vous verrez qu'à contrario, sur le site de lancement et le site de production, l'ambiance est plus à la mélancolie, à l'évocation d'une époque qui n'est plus, en tout cas pour les aficionados nostalgiques des débuts de SpaceX à Boca Chica. Mais je ne vous en dis pas plus, préparez votre équipement, on décolle tout de suite pour le Texas. Allez, on commence ce tour d'inspection avec nos traditionnelles news légères qui permettent de se mettre en condition sans trop se prendre au sérieux. D'ailleurs, il faut une sacrée dose d'humour puis une bonne pincée de modestie pour reconnaître parfois que Mère Nature a sa propre volonté. Comme par exemple ici avec Lap Padre, un observateur aguerri des travaux de la Starbase, qui en filmant le premier tir statique du S-28, s'est vu confisquer sa prise de vue par un Raptor. Ouais bon, un Raptor en anglais ça veut dire rapace. Alors, ironie du sort, solidarité entre Raptors, l'histoire ne nous le dit pas, et en tout cas Lap Padre semble avoir pris la chose du bon côté. Après tout, ce n'est pas comme si le S-28 n'avait fait qu'un seul tir statique. Bon, et puisque nous parlons de Lap Padre, revenons un peu sur ces magnifiques images que ce dernier partage à nouveau avec nous, des photos ou des vidéos dont Elon Musk nous gratifie par l'intermédiaire des drones de SpaceX et qui ont clairement aidé à démocratiser, si je puis dire, l'accès aux programmes spatiaux auprès du grand public en général. Encore une fois, et j'insiste, aucun programme spatial n'aura été autant suivi à travers le monde et autant documenté que celui du Starship, qui, pour rappel, n'en est qu'à ses balbutiements, et ce malgré les progrès colossaux observés et enregistrés en 2023. Cette année 2024 me semble prometteuse, alors avant de nous lancer dans le tour d'inspection et de nous rendre sur le site de lancement, abordons ensemble les annonces faites par SpaceX comme j'en parlais en introduction. L'entreprise a récemment diffusé sur X une conférence en direct de la Starbase avec, vous vous en doutez, Elon Musk au micro, qui en a profité pour dresser une sorte de bilan de l'année 2023, tout en annonçant les objectifs de 2024 pour ces deux fusées stars, à savoir le Falcon 9 et surtout ce qui nous intéresse ici, le Starship. Vous allez voir que SpaceX pour ce début d'année est particulièrement ambitieux, ça ne change pas. D'abord, on en a déjà parlé récemment, l'assemblage d'une deuxième tour à Boca Chica. Pendant que l'une effectuera les lancements, l'autre sera constamment améliorée. Mais Casilla servira donc de version bêta à une deuxième tour qui intégrera de fait les améliorations nécessaires à un fonctionnement optimal. Ensuite, il annonce clairement l'objectif d'envoyer jusqu'à 200 tonnes en orbite basse, avec récupération complète des deux étages à chaque fois. SpaceX compte d'ailleurs déployer ses Starlink V2 avant la fin de l'année. Elon Musk signale également que son entreprise développe actuellement une solution pour l'amarrage de vaisseau à vaisseau, une procédure qu'il espère pouvoir mettre en place là aussi avant la fin de l'année. Enfin, il annonce que des mesures supplémentaires seront prises pour protéger la fusée d'éventuels dégâts que pourrait causer la pression du déluge d'eau. En effet, il semblerait que le timide jet d'eau du départ, lors des premiers tests du dispositif, soit désormais quelque peu trop efficace. Cette conférence n'a pas été uniquement l'occasion de faire le point ou d'annoncer des objectifs pour 2024, c'était aussi l'opportunité pour le PDG de SpaceX de donner quelques infos sur les versions futures de la fusée. Pour ce qui est de la V2, elle sera plus fiable et endurante, ce qui, pour rappel, ne peut qu'être le cas par rapport à la V1, qui encore une fois, malgré les progrès immenses accomplis lors du deuxième tir, n'a cependant pas encore prouvé sa capacité à atteindre l'espace en un seul morceau. Bon, vous allez dire que je suis rabat-joie, mais c'est surtout réaliste. Quant aux versions V3, elles auront en principe une taille accrue, avec une fusée mesurant entre 140 à 150 mètres une fois ces deux étages assemblés. Notez aussi, toujours pour la V3, que la porte cargo du deuxième étage sera probablement divisée en 3 sections qui s'ouvriront chacune vers l'extérieur et non de l'intérieur comme c'était initialement le cas. Nous avons appris aussi que le S-25 a été perdu, je cite, lors d'une purge d'oxygène liquide qui s'est enflammée. Notons qu'il est curieux que SpaceX puisse donner une telle raison, puisqu'il est évident qu'en purgeant de l'oxygène en plein vol, ce dernier puisse s'enflammer. L'entreprise a-t-elle voulu tester un dispositif particulier qui aurait échappé au regard averti des différents observateurs de la Starbase ? Quoi qu'il en soit, le vaisseau aurait été détruit suite à ce dégazage. Enfin, Elon Musk a également abordé la prochaine tentative avec les objectifs que son entreprise devra atteindre grâce au S-28 et au B-10, qui, pour rappel, sont les stars de cette troisième tentative de vol.
En premier lieu, il faudra atteindre l'orbite. Ensuite, le deuxième étage devra effectuer un allumage moteur avec les Header Tanks et démontrer ainsi sa capacité à désorbiter. Puis le S-28 devra faire la démonstration du bon fonctionnement de sa porte-cargo dans sa version actuelle et qu'il a déjà testé au sol. Et enfin, le deuxième étage devra effectuer un transfert d'ergol entre les réservoirs principaux et les Header Tanks. Un vaste programme avec cette ambition clairement affichée de l'entreprise d'atteindre des objectifs qui, comme toujours, nous paraissent complètement fous. Néanmoins, nous savons désormais la capacité de SpaceX à bousculer les codes et à transformer complètement le visage de l'aérospatial de ce début de 21e siècle, donc wait and see. Bon, les projections c'est bien beau, mais rien ne vaut l'action ici et maintenant, alors rendons-nous tout de suite sur le site de lancement où la ferme Ergol continue de faire sa mue. En effet, SpaceX se préparait doucement à retirer l'ancien réservoir d'eau, le GSE numéro 8, en le rattachant à la grue, seulement voilà, des vents forts ont quelque peu retardé l'opération. Ce qui n'a pas empêché des travaux de raccordement, de plomberie mais aussi de peinture fraîchement appliquée de se poursuivre au sein de la ferme à Ergol. Notez également que toutes traces de la coque de l'ancien réservoir d'eau, découpées à même le sol le long de la Highway 4, ont finalement disparu. Le GSE a ensuite été retiré de sa base, puis déposé à même le sol avant d'être découpé en morceaux, sans autre forme de procès. Du côté du pas de tir suborbital, il semble finalement que ce ne soit pas sa destruction qui soit en jeu ici, mais plutôt sa consolidation. En effet, il semblerait que les équipes sur place s'affairent désormais à casser le béton sous le pas de tir, afin de faire place nette pour en couler à nouveau plus tard. En tout cas si on en croit les dernières livraisons de Fondak sur le site de lancement aperçues récemment. Enfin, et pour terminer ce tour d'inspection de cette partie de la Starbase, allons voir du côté de la porte d'accès D1, le poste de contrôle a reçu ses vitres, et si jamais un jour, tout comme moi, vous souhaitez vous rendre au Texas pour visiter la Starbase, il y a de fortes chances que vous deviez montrer patte blanche à cet endroit. Bon, et puis pour vous garer sur le fameux parking, il ne faudra pas que votre véhicule de location fasse plus de 4,5 mètres de haut, ce qui devrait être jouable. Côté prototype, pas grand chose à signaler si ce n'est du côté de nos deux futurs stars, à savoir le B12 et le S30. D'ailleurs, ce dernier est en mouvement, un engin qui, après avoir complété sa campagne de test cryogénique sur le site de Massey, a finalement été transporté jusqu'au Rocket Garden. Son acolyte de booster, le B12, n'est pas en reste, puisque lui aussi a commencé sa campagne et passé le premier test cryogénique avec succès, puis a enchaîné d'autres tests dans la nuit. Allez, rendons-nous à présent sur le site de production où l'effervescence règne. Les livraisons se poursuivent sur place afin de nourrir l'énorme monstre qui est très gourmand en termes d'acier, de béton et de câbles en tout genre. C'est que le gros bébé a besoin de nourriture pour sa croissance. D'ailleurs, les images capturées par l'appadré ne trompent pas, la gigantesque pouponnière des futures fusées Starship continue sa progression, continuant d'engloutir du terrain et des matériaux, à l'image de cette avancée qui longe la Highway 4, et dont on peut déjà apercevoir le futur emplacement de son pont roulant qui sera en mesure de soulever et déplacer des coifs de vaisseaux sans aucun souci. Et pour finir ce tour d'inspection, nous irons ensemble nous recueillir au chevet de la dernière détente du site de production. Et oui, comme vous pouvez le voir sur ces images de l'appadré, la destruction de la tente numéro 3 a débuté en fin de semaine dernière, en pleine nuit, sans doute pour ne pas faire trop de peine aux aficionados qui suivent le programme Starship depuis les tout débuts. Allez, on enchaîne maintenant avec les questions des abonnés, et aujourd'hui j'en ai une très pertinente de la part de Yannick, un terrien qui, comme moi, s'est beaucoup interrogé sur l'emplacement que pourrait choisir SpaceX pour sa seconde tour. C'est plutôt bien en lien avec les actus d'ailleurs. Le principe de la construction d'une seconde tour à Boca Chica, dont les morceaux seront ceux initialement prévus pour un montage sur le site du KSC en Floride, semble validé au vu des nombreux transports routiers déjà réalisés. Une deuxième tour donc, oui certainement, mais la question à se poser, c'est où ? Nous avons déjà discuté à plusieurs reprises de l'intérêt stratégique de doubler cet élément sensible, mais nous avons également souligné que ce chantier se heurterait à de nombreux obstacles, naturels ou pas. Redisons-le encore une fois, le nerf de la guerre à Boca Chica, eh bien ce n'est pas forcément l'argent, bien que, mais c'est surtout la place au sol. En effet, à ce jour, il n'y a tout simplement pas assez de surface émergée au niveau du site de lancement pour y installer de façon décente un deuxième pas de tir complet. Et, sauf miracle de la part du Techno-King Elon Musk lui-même, on ne voit pas comment le terrain pourrait doubler subitement juste pour satisfaire les besoins de l'entreprise. Même en grignotant un peu de terrain sur la lagune, car il n'y a qu'à voir avec quelle avidité SpaceX se dépêche de récupérer de temps à autre quelques dizaines de mètres carrés de sable et vases que la marée descendante a bien voulu déposer au pied des clôtures pour s'en convaincre. Les plans d'extension de la base de lancement que nous voyons de temps en temps ne sont que des plans justement, qui, privés de terrain réel, ne sont que des études prospectives. Le site étant limité par la route au nord, une future extension ne sera possible que côté sud, côté Lagune et Mexique.
Cela oblige donc SpaceX à attendre que Dame Nature daigne offrir, mais à son rythme, les hectares manquants, une démarche peu compatible avec une planification industrielle menée tambour battant. Il semble par ailleurs difficile de croire que les diverses associations de protection de l'environnement se laisseraient convaincre de laisser procéder SpaceX à des travaux de terrassement et remblaiement de grande ampleur dans la lagune, un milieu protégé s'il en est. Alors est-ce une impasse ? Eh bien oui, d'une certaine manière, le prix à payer pour un choix géographique qui n'était peut-être pas le plus pertinent. Mais pourtant, tous ces morceaux de tour qui arrivent, ça prouve bien que les choses avancent, non ? Alors oui, forcément, mais avancent vers quoi précisément ? Faisons donc un rapide bilan des prochaines priorités du projet Starship. La première étape, faire décoller le monstre, a été remportée avec succès, soyons honnêtes. Le pas de tir semble maintenant apte à assurer plusieurs fois sa mission sans finir en kebab géant, ce qui est déjà un bon point, et hors explosion au décollage, qui serait assurément totalement destructrice pour les installations, il n'y a pas d'urgence à s'équiper, sur Boca Chica en tout cas, d'un deuxième pas de tir. Le premier semble suffisant pour mener les futurs essais à un rythme de quelques tirs par an dans cette phase initiale de développement. Si, lors du troisième vol qui devrait avoir lieu très bientôt début 2024, l'orbite est atteinte, c'est alors la seconde phase du projet, le retour sur Terre donc, qui deviendra prioritaire. Et n'imaginons pas que SpaceX va sacrifier longtemps un vaisseau potentiellement totalement réutilisable, premier et second étage, par manque d'infrastructure au sol. L'objectif numéro 1 se profile donc, ce sont les essais de récupération en vol, devenus incontournables dorénavant. Pour ce faire, il n'y a pas besoin d'un pas de tir complet avec table orbitale et QD-arm, pas de nouvelle ferme à ergol, ni même système de déluge, nous l'avons déjà expliqué précédemment, une simple tour, même de taille réduite, pourrait suffire, car elle n'aurait pas besoin de surplomber un tandem complet posé sur la table. Non, une tour simplifiée de moins de 100 mètres, juste habillée d'une paire de bras, pourrait suffire à débuter la campagne d'essai de récupération. Il est évident que les premières tentatives seront des échecs partiels ou réussites limitées selon la vision de chacun, mais en tout cas une installation minimaliste telle que nous venons de la décrire présenterait bien des avantages, et notamment ceux-ci. Déjà une localisation plus facile sur le site car ne requérant pas de liaison avec d'autres tuyauteries contenant des fluides dangereux, une faible empreinte au sol avec peu de béton à couler, d'où un emplacement là aussi facilité, une construction rapide permettant de ne pas trop ralentir le projet dans sa globalité, un faible coût également lié à sa simplicité et donc un impact financier moindre en cas de catastrophe nécessitant une reconstruction totale ou partielle, une réutilisation aisée des segments préfabriqués pour le KSC avec des adaptations mineures, et enfin un impact environnemental moindre car moins de béton, moins de rejet d'eau dans la lagune en l'absence du système de déluge. Alors cette version plus légère de la tour pourrait-elle se faire une petite place au soleil de Boca Chica ? Bien sûr, diront certains, il suffit de la construire sur le site de Massey et hop, tout est réglé. Mais cette hypothèse hardie pose en fait plus de problèmes qu'elle n'en résout. Regardons ça de plus près, le site de Massey est logé dans ce qui ressemble à une ancienne boucle, aujourd'hui isolée du Rio Grande, un fleuve qui, comme chacun le sait, depuis l'époque des grands classiques du western hollywoodien, sert de frontière naturelle avec le Mexique voisin. C'est donc une première alerte. En effet, même sans être diplomate en charge des bonnes relations entre les États-Unis et le Mexique, partager une même frontière, très sensible politiquement de surcroît, impose des contraintes aux deux parties. Ainsi, je vois difficilement l'État mexicain accepter par pure bonté d'âme la création d'un site d'atterrissage de prototypes spatiaux à haut risque environnemental, posé juste sur la frontière commune entre les deux pays. À moins de contreparties notables négociées en secret, ce point précis pourrait bien bloquer l'implantation sur ce site. Un simple stand de test moteur ou de static fire présenterait d'ailleurs le même risque de réclamation par les voisins mexicains, les nuisances, sonores ou environnementales, même hors accident, étant évidentes. Imaginez par exemple le Luxembourg installer sur notre frontière commune un site d'essai de moteurs de propulsion à combustion chimique, et je vous laisse le soin d'imaginer la réaction des Lorrains et du gouvernement français tout entier. Alors finalement, quelle solution sera choisie ? Eh bien, je ne pronostiquerai pas là-dessus à cette heure, tant ce projet fou nous a déjà surpris. Pourtant, le besoin est là, urgent même, et les solutions acceptables et acceptées de tous devront être trouvées. L'AFA, l'agence d'aviation américaine, et la FWS, Fish and Wildlife Service, devront tous deux arriver à négocier un nouvel accord avec SpaceX, ce qui pourrait prendre, vous le savez, un certain temps pour ne pas donner de prévisions trop muskiennes. Pourtant, les essais de rattrapage doivent débuter au plus vite, et du point de vue logistique, le plus rationnel est de les tenter à Boca Chica, qui possède déjà toute l'infrastructure industrielle nécessaire. En tout cas, une tour dédiée sur le KSC n'a apparemment pas été retenue. Décidément, et pour conclure sur ce sujet, faire du spatial n'est pas entreprise facile, vu les très forts impacts désagréables de cette industrie sur les terres environnantes, et c'est bien pour cela d'ailleurs que la majorité des sites de lancement ou d'essai sont perdus au milieu de déserts arides ou glacés, loin de tous les regards indiscrets également.
Mais Elon Musk, n'en faisant souvent qu'à sa tête et tout obstiné qu'il est dans ses visions, il se retrouve avec un site à Boca Chica où malheureusement tout est fait à l'envers. On choisit une jolie plage bien fréquentée, proche d'une station balnéaire, bordée d'une lagune classée, milieu naturel protégé, le tout posé pile poil sur une frontière politiquement sensible, et hop, tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin en tout cas celui que perçoit le PDG de SpaceX, celui dans lequel il vit. Reconnaissons-lui tout de même cette capacité de faire rêver, de mettre en mouvement des forces de travail, ce qui pour une personnalité comme la sienne implique une grande faculté de leadership, mais aussi une volonté de bousculer au maximum les forces d'inertie autour de lui. Sa grande qualité est donc de mettre en mouvement des projets qui aujourd'hui encore paraissent impossibles à réaliser, mais il nous a déjà bien surpris par le passé, alors comme toujours, wait and see. Voilà les terriens, notre traditionnel tour d'inspection des travaux de la Starbase de la semaine est terminé, j'espère que vous en êtes sortis encore une fois ragaillardi, et si la vidéo vous a plu, vous connaissez désormais les gestes qui soutiennent notre travail, n'oubliez donc pas en premier lieu de vous abonner à la nouvelle chaîne qui sera entièrement consacrée au programme Starship de SpaceX. Ensuite et comme toujours, merci de partager cette vidéo, de la commenter, d'activer la cloche de notification du journal de l'espace, et surtout de faire briller ce pouce en l'air de YouTube. Quant à nous, on se retrouve dès ce vendredi pour l'actualité spatiale de la semaine. À très bientôt les terriens.